Christophe Barbier, bonjour. Bonjour Ilana, comment allez-vous? Ça va très bien et joyeux lundi de Pâques à vous, ce lundi effectivement 21 avril. Merci d'être avec nous Christophe. Alors, il y a beaucoup d'actualités ce matin. Oui, vous souhaitez réagir? Ah, ça coupe, on ne vous entend pas très bien Christophe. Allez-y. Moi, je vous entends très très bien. Ah, là je vous entends et je vous vois en plus. C'est parfait. Eh bien, c'est parfait. Alors on va commencer par cette info, on l'a appris ce matin, les visas d'entrée en Israël de 27 élus de la gauche française annulés 48 heures avant leur départ. Alors dans cette délégation, il devait notamment y avoir François Ruffin, Alexis Corbière, Julie Larnoès ou encore la sénatrice Marianne Margaté. Est-ce qu'on a une idée de ce qui s'est passé et pourquoi Israël a annulé ces visas, Christophe? Bon, il s'est passé tout simplement une accumulation de déclarations, de faits, de prises de position depuis le 7 octobre 2023. On ne peut pas impunément, pendant près de 2 ans, considérer qu'Israël est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre, accuser Israël de commettre un génocide, et puis venir en touriste ou en visiteur critique de cette manière-là. On voit bien qu'il y a un durcissement diplomatique d'Israël, qui est aussi le reflet des accusations qu'ont subies les dirigeants d'Israël, avec notamment le mandat d'arrêt international qui vise Netanyahou. De ce côté-là, il n'y a plus de complaisance, il n'y a plus de tolérance de la part d'Israël quand des politiques viennent en ayant eu un passé trop antisioniste. Alors évidemment, les élus de la France insoumise ou leurs proches vont s'en faire un galon d'honneur. Ils vont dire, voyez, on dit la vérité puisque Israël nous refuse l'accès au territoire. Ils vont essayer d'en faire auprès de leurs troupes, auprès de leur électorat, un brevet de respectabilité. On peut même se demander si ce n'est pas pour ça qu'ils décident d'aller sur place, c'est pour pouvoir être rejetés et s'en vanter. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'Israël rejette ses visas, annule des visas. C'est une loi qui permet en fait d'interdire l'entrée du territoire à des personnes qui veulent agir contre l'État d'Israël. Et c'est clairement comme ça que l'État d'Israël voit ses représentants politiques, selon vous, Christophe? Oui, bien sûr. On a vu l'exemple avec Rima Hassan il y a quelques semaines. Aller là-bas sur place pour faire des vidéos critiques, s'afficher en images dans des endroits symboliques en faisant entendre un son de cloche ou des analyses hostiles à Israël. Israël considère que ce n'est pas possible. Depuis le 7 octobre 2023, Israël a eu beaucoup de mal dans la guerre de communication. Vis-à-vis du Hamas, bien sûr, qui a montré de réelles performances dans l'usage des images du massacre, et puis après dans les images des bombardements à Gaza, mais vis-à-vis aussi du monde entier où les réseaux sociaux, les sphères intellectuelles comme Sciences Po, les universités américaines, enfin tout ce qui relève de la communication, bêtement médiatique, platement réseaux sociaux ou plus intellectuels, tout ce qui relevait de la communication a plutôt été en défaveur d'Israël. Il a fallu attendre l'épisode des beepers pour que Israël puisse reprendre aussi l'élan, puisse reprendre l'ascendant en matière de communication. Alors en tout cas, du côté français, l'exécutif a d'autres chats à fouetter, si je puis dire. Emmanuel Macron présidera un conseil des ministres sur la refondation de Mayotte depuis son avion entre l'archipel et la Réunion ce lundi. Effectivement, Emmanuel Macron qui se rend à Mayotte dans quelques heures. Christophe, quel est le sens de ce voyage ? C'est un voyage très important. Alors bien sûr, on se focalise sur Mayotte parce que le président de la République avait été chahuté quand il s'était rendu sur place juste après l'ouragan. Et on va voir si dans la lente reconstruction de l'île, avec la loi d'urgence qui a été adoptée en février, eh bien l'État est mieux accueilli à travers la personne de son chef. Les spécialistes sont plutôt pessimistes. Ils pensent que Emmanuel Macron aura affaire encore à beaucoup d'hostilité. Mais il n'y a pas que Mayotte dans ce voyage. Il y a aussi la Réunion. La Réunion qui a été touchée par une épidémie de chikungunya, la Réunion qui est travaillée aussi par des forces sociales assez hostiles. C'est toujours une île un peu sous pression, la Réunion. Et puis il y a d'autres étapes dans le reste de l'océan Indien. La force de la France, c'est aussi d'avoir un rayonnement ultramarin. Or, on le voit, on est à 2 pas d'être chassé de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des événements sur place et des éléments indépendantistes, mais aussi parce qu'il y a des puissances étrangères qui essayent de débarrasser la Nouvelle-Calédonie de la puissance française. Et on voit que dans l'océan Indien, nous ne pouvons pas nous endormir sur nos lauriers. Donc ce voyage, qui est un voyage long, c'est rare de voir un chef d'État s'absenter aussi longtemps, ce voyage est extrêmement important diplomatiquement. Vous parlez de puissance étrangère, vous faites allusion à l'Azerbaïdjan, c'est ça notamment, entre autres ? Oui, bien sûr.
l'Azerbaïdjan, la Chine, et derrière l'Azerbaïdjan peut-être aussi la main de la Russie parfois, il y a des puissances qui souhaitent affaiblir la France. Et l'Azerbaïdjan, qui évidemment n'a rien à voir avec la Nouvelle-Calédonie, a choisi d'agiter les indépendantistes, de les soutenir pour affaiblir la France. Alors vous parlez de puissances étrangères, justement vous avez évoqué la Russie. Alors on va parler de ce dossier évidemment qui en ce moment fait l'actualité, c'est la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine qui a ordonné ce week-end un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion des célébrations de Pâques, mais apparemment ce n'est pas respecté puisque Volodymyr Zelensky a fait état de bombardements cette nuit, il me semble. Il a déclaré, Volodymyr Zelensky, que c'était une tentative de jouer avec des vies humaines. Alors, où en est-on ce matin, Christophe? Que faut-il comprendre justement de ces déclarations de Vladimir Poutine? C'est évidemment une manœuvre supplémentaire de la part de Vladimir Poutine. Et en fait, Poutine, en décrétant ce cessez-le-feu, en effet en partie factice, même si Zelensky a reconnu que les viols du cessez-le-feu étaient ponctuels et n'étaient pas généraux, ce cessez-le-feu en partie factice, c'est un message aux Américains. C'est de dire aux Américains, vous jouez avec les idées de trêve, de cessez-le-feu, de fin de la guerre, c'est moi le maître, c'est moi Poutine qui décide. Quand mes canons se taisent, quand mes drones arrêtent de voler. D'ailleurs, on a vu aussi une volte-face de Donald Trump qui, avant le week-end, disait qu'il en avait assez de l'Ukraine et qu'il pourrait s'en désintéresser. Oui. Et puis là, en fin de week-end, les Américains disent non, on espère bien avancer rapidement dès cette semaine. Donc on est évidemment, nous, les opinions complètement désorientées. Mais dans cette affaire, depuis maintenant plusieurs mois, c'est Poutine qui donne le là. Non seulement il donne le là sur le terrain, la Russie a repris l'initiative et l'Ukraine est en position uniquement défensive, mais il donne le là aussi dans le jeu diplomatique. L'arrivée de Trump a été retournée en sa faveur par Vladimir Poutine. Il s'est comporté là en judoka, puisque c'est son sport d'origine. Alors, quelle place pour la France aussi, puisqu'on a vu la semaine dernière que Emmanuel Macron a réuni des diplomates étrangers, des diplomates ukrainiens, allemands. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a parlé d'une réussite diplomatique. Quel était le but de la France et comment se place Paris dans cette équation, si je puis dire, Christophe? Le but de la France, c'était un but européen. Remettre l'Europe autour de la table, alors que l'Europe en était chassée depuis plusieurs semaines. Trump voulait gérer en bilatéral cette guerre, tordre le bras à Zelensky, on se souvient de la scène dans le bureau à la Maison-Blanche, et puis négocier, signer avec Vladimir Poutine. Ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, c'est quand même le retour de l'Europe autour de la table. Pas parce que l'Europe est la plus forte, mais parce que les Américains ont compris qu'il lui faudrait du multilatéral. D'ailleurs, on a vu aussi des pays du Golfe être le théâtre, le lieu où se passaient certaines négociations. C'est en étant dans le multilatéral qu'on a une chance d'arriver à un cessez-le-feu, si possible à un traité de paix, et après à une sécurité durable pendant quelques décennies, avec une Ukraine sans doute coupée en deux, mais une sécurité de l'Europe qui sera peut-être plus durable. Ça passe par une Europe qui s'assoit autour de la table. C'est ce qu'on a réussi la semaine dernière, mais là aussi, c'est encore fragile. Avant de parler de l'actualité politique intérieure en France, je voulais vous faire réagir à ces images. Vous avez peut-être vu, Christophe, en Suède, des drapeaux nazis qui ont été accrochés sur un axe routier à Stockholm, à quelques jours du Yom HaShoah, donc le jour de commémoration de la Shoah. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'il ne faut jamais se relâcher contre tous les antisémitismes. Bien sûr, il y a un antisémitisme aujourd'hui tonitruant, sans doute majoritaire. C'est l'antisémitisme qui vient du combat contre Israël là-bas sur place. C'est un antisémitisme teinté d'islamisme ou d'islamo-gauchisme. Mais il y a aussi l'antisémitisme néo-nazi, nostalgique du nazisme. Et plus on s'éloigne de la période des faits, plus la mémoire est difficile à défendre. Bientôt, il n'y aura plus de témoins des camps de concentration, plus de témoins de la Seconde Guerre mondiale. Et donc la mémoire devra travailler sur une matière abstraite. Ça va être difficile. Et on le voit, le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde, oui, comme disait Bertolt Brecht. Et il faut combattre aussi cet antisémitisme-là. Il y a d'ailleurs ce soir, en Israël, un colloque organisé par l'Institut français sur la République face à l'antisémitisme. Eh bien, on pourrait le titrer « Face à tous les antisémitismes ». C'est là-dessus que la République doit se battre. L'affaire Dreyfus, ça pourrait recommencer, y compris en France. Tout à fait, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec l'avocat Patrick Klugman. Alors, on parle d'antisémitisme, mais c'est peut-être aussi lié cette information. Le maire de Vendôme, en Loir-et-Cher, Laurent Briard, qui a annoncé le 7 avril dernier aux associations mémoriales juives sa décision de ne pas accueillir la cérémonie de remise de la médaille des Justes
juste, et ce pour ne pas froisser, je cite, les sensibilités particulières au sein de nos différentes communautés. Un choix profondément anti-républicain selon le journal Marianne. Est-ce que vous partagez aussi cet avis, Christophe ? Oui, tout à fait. Le carburant de l'antisémitisme, l'un des carburants de l'antisémitisme, c'est la lâcheté, c'est l'indifférence de ceux qui ne sont pas antisémites, mais qui préfèrent fermer les yeux, se coucher, annuler des cérémonies. Le fameux pas de vague. C'est dans ce travers-là qu'est tombée la mairie de Vendôme. C'est un travers qu'on connaît bien en France, hein. C'est le syndrome munichois. On avait préféré laisser tranquille Adolf Hitler en 1938 dans les Sudètes tchécoslovaques plutôt que de lui mener la guerre. Et ben, on a vu ce qu'on a eu. On a eu la guerre après, on a vu le déshonneur au passage. Le syndrome munichois, c'est ce qui menace toujours la France. On croit rendre service en ne faisant pas de bruit, en ne faisant pas de vagues. Et en fait, on accroît le problème. On met de l'huile sur le feu de manière involontaire. Non, non, il faut, à chaque occasion, rappeler que la République se bat contre l'antisémitisme. Il y avait une occasion avec cet hommage rendu au Juste. Elle a été ratée par la mairie de Vendôme. Heureusement, l'État a pris le relais. Il y aura une cérémonie à la sous-préfecture. La République va dire bravo au Juste. Les Français dignes d'être Français, d'être républicains, ce sont ceux-là. Attention, la guerre, le nazisme, la collaboration, ça peut revenir n'importe quand. Ce message-là, il sera porté. Et comme nous en parlons dans les médias, nous apportons notre petite pierre à l'édifice. Alors on va terminer par la politique intérieure en France. Christophe, votre sujet de prédilection, on l'a appris dans les colonnes du journal du dimanche. François Bayrou qui va engager une consultation sur la proportionnelle avec les forces politiques à partir de la semaine prochaine, à partir du 28 avril. Le temps de la proportionnelle, cheval de bataille du Premier ministre depuis très longtemps, hein, Christophe. Oui, tout à fait. Il y a 3 raisons à cette réforme que souhaite François Bayrou. D'abord, son attachement personnel à la proportionnelle. C'est dans le panier des propositions centristes depuis toujours ou presque. À mon sens, c'est une erreur parce que la proportionnelle, ça paralyse les majorités, ça empêche la bonne gouvernance, mais bon, le sujet est disputé. La deuxième raison très conjoncturelle pour laquelle François Bayrou se bat pour la proportionnelle, c'est que ça lui permet de faire plaisir au Rassemblement national et à la gauche, qui, elles aussi, réclament ce rassemblement, cette proportionnelle. Le RN et la gauche auront du mal à voter une censure contre un Premier ministre qui veut leur faire le cadeau de la proportionnelle qu'ils réclament depuis si longtemps. Et puis la troisième raison, c'est que François Bayrou est persuadé, comme d'autres, que la Ve République est arrivée au terme de son existence, qu'il faut commencer à penser une 6e République où on représente mieux tous les petits courants, ça c'est la proportionnelle, et puis où on va affaiblir aussi le président de la République, qui est une sorte de monarque républicain. Moi je crie casse-cou. On est en train d'organiser l'impuissance des gouvernements futurs sous prétexte de meilleure représentation des colères actuelles. Je pense que c'est un très mauvais chemin. On n'y est pas encore, il faudra réunir des majorités là-dessus, mais la proportionnelle, ça fait tellement de bons clients, de bonnes affaires à court terme, que je crains qu'elle ne soit proposée et adoptée par cette Assemblée incontrôlable. Alors il nous reste 1 minute, Christophe. François Bayrou qui a aussi dressé en début de semaine un constat alarmant des finances du pays, alertant les Français sur le piège de la dette, alors que le gouvernement venait d'annoncer un effort de 40 milliards d'euros pour le budget 2026. Alors n'est-ce pas un peu ambitieux? Où trouver ces 40 milliards d'euros, Christophe? C'est très ambitieux, mais c'est très nécessaire. Et les 40 milliards, on sait où on peut les trouver. D'abord, dans une réforme drastique de l'État. Tous les gouvernements en ont été incapables depuis au moins 15 ans. Est-ce que Bayrou en sera capable? J'en doute. Et puis aussi dans la refonte de notre modèle social, la maladie, la retraite, le chômage. Et donc ce seront des réformes qui vont faire mal et donc qui vont provoquer la colère des Français. Donc vous voyez, c'est ambitieux, c'est nécessaire, c'est très dangereux pour la stabilité du pays, mais il faudra en passer par là tôt ou tard. Je crains que le vrai rendez-vous, ça soit 2027, la présidentielle. Le rendez-vous du courage, peut-être. Amélie de Montchalin, en tout cas ministre chargée des comptes publics de France, a proposé de supprimer des niches fiscales, notamment celles dont bénéficient les retraités. On aura l'occasion d'en parler avec vous, Christophe. Merci beaucoup. Je vous dis à demain matin, dès 7h45. À demain. Merci, Christophe.